Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, Exode-Call 34, et aujourd'hui nous allons attaquer l'exercice suivant. Calculer l'intégrale de Dirichlet, l'intégrale de 0 à l'infini de sinus t sur t dt, exercice que j'ai déjà dit que je ferai lors du petit exercice de colle précédent, et je l'avais mentionné aussi pour l'Exode-Call précédent également. Donc voilà, il est temps de s'y attaquer, étant donné que c'est un classique. Ok, donc pour la résolution de cet exercice, je ne vais pas vous laisser comme ça de but en blanc l'énoncé. Ok, je vais vous donner une piste ici, une façon de résoudre. Il y en a plusieurs de façons de résoudre. Je pourrais évidemment faire des études de fonctions auxiliaires en faisant des dérivées sous signe intégral, des choses comme ça. Ici, je vais vous proposer plutôt une résolution à l'aide d'une suite. Ok, et puis vous verrez, hein, donc, cette résolution est va être quand même assez atteignable pour n'importe quel élève de prépa, même de première année. Donc voilà, c'est pour ça que je vais proposer plutôt cette résolution afin que je rentre dans les clous pour pour une grande majorité de ceux qui sont en prépa. Très bien, alors c'est parti pour la résolution. Donc la première question, évidemment, comme à chaque fois qu'on fait une étude d'intégrale, on n'y coupe pour ainsi dire jamais. J'aimerais qu'on montre que l'intégrale converge, mais j'aimerais montrer un peu mieux que ça, un peu plus intéressant que ça. J'aimerais montrer que l'intégrale est semi-convergente. Puisqu'on n'a pas toujours l'occasion de croiser des intégrales comme ça. Alors, je me dis que ça peut être l'occasion. Qu'est-ce que ça veut dire semi-convergente? Ça veut dire que l'intégrale qui est ici converge, mais si j'avais mis des valeurs absolues, l'intégrale divergerait. Ok, donc c'est ça que ça veut dire être semi-convergent. Autrement dit, l'intégrale converge, mais la fonction n'est pas intégrable sur le domaine en question. Ok, alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Et puis je vais donner la résolution. Ok, c'est parti. Alors, je vais d'abord commencer par le plus simple, puisqu'on l'a déjà abordé lors de l'exode-call précédent. Je vais d'abord aborder la convergence. Donc, ce qu'on fait à l'exode 33, mais je vais le refaire là devant vous. Donc, l'idée, c'est pas de se lancer directement à essayer d'étudier la fonction, parce qu'étudier la fonction pour montrer que l'intégrale converge, ça va pas marcher. Étant donné que, en 0 vous n'allez pas avoir de problème, mais en plus infini vous allez avoir un problème parce que vous allez avoir tendance à dire ok, le sinus t il est compris entre quelque chose sur t et l'autre sur t, enfin entre moins 2 sur t, entre moins 1 sur t et 1 sur t, mais le problème c'est que l'intégrale de 1 sur t ça diverge. Donc c'est un peu embêtant, ok. Alors la bonne idée c'est plutôt de penser IPP, intégration par partie, et puis en faisant l'intégration par partie on va s'en sortir. Et ici, je vais faire l'intégration par partie en gardant la borne en 0, on pourrait très bien s'en débarrasser en disant déjà qu'en 0 il n'y a pas de problème, et puis continuer avec l'infini. Moi je vais m'occuper des deux bouts en même temps, et donc je vais faire les PP comme ça. Et j'avais expliqué également qu'il faut bien choisir sa primitive pour le sinus. Donc l'idée est bien évidemment de dériver le 1 sur t afin d'obtenir du 1 sur t carré. Donc on a ceci. Donc le fait d'obtenir du 1 sur t carré, ça nous rassure parce qu'on a quelque chose de borné divisé par quelque chose en t carré, et là on se dit ouais hop, c'est intégrable, pas de problème. Mais là c'est important, la primitive, le choix de la primitive, parce que normalement vous devriez vous devriez vous dire, allez hop, primitive de sinus t c'est moins cos t. Sauf que là, pour le crochet, ça ne marche pas en 0. Ok, donc là, pour régler le problème en 0, si vous choisissez de garder tout l'intégrale de 0 à plus infini, que vous faites l'IPP avec ça, il faut changer la primitive de façon à ce que le crochet converge bien. Et pour cela, j'ajoute 1 moins cos t, je sais que c'est équivalent à t carré sur 2, et c'est ça qui va faire marcher les choses. Donc cette chose-là, quand t tend vers 0, comme je viens de le dire, 1 moins cos t c'est équivalent à t carré sur 2, et donc divisé par t ça sera équivalent à t sur 2, et ça tend donc vers 0. Et puis de l'autre côté, quand t tend vers plus infini, j'ai un truc borné, compris entre 0 et 2, divisé par quelque chose qui tend vers plus infini, donc 0. Pas de problème, le crochet vaut 0. Donc le crochet converge, et donc l'intégrale converge ici, si et seulement si l'intégrale qui est ici converge également. Et ça c'est beaucoup plus facile. La fonction qui a t associe 1 moins cos t sur t carré, est continue sur R plus étoile. Argument usuel. Ensuite, on regarde en t égale 0 ou quand t tend vers 0. Donc si je regarde t égale 0, je vois que 1 moins cos t
sur t carré, ça tend vers, en fait, 1 demi, hein, t carré sur 2 divisé par t carré. Et donc, bah, ça veut dire que c'est prolongeable par continuité, donc pas de problème en 0. Et puis, pour régler le problème en plus infini, on peut dire que 1 moins cos t sur t carré, comme je viens de le dire, 1 moins cos t compris entre 0 et 2, bah, je vais utiliser ça. D'accord? Parce que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc c'est pour ça, il suffit de faire une petite manip sur ces inégalités, on obtient ça. Donc voilà, et ça, bah, ça on sait que c'est intégrable au voisinage de plus infini. Par critère de Riemann. Donc voilà, bah, grâce à tout ça, on en déduit que cette intégrale-là converge, et donc cette intégrale-là converge. Voilà. Voilà pour la convergence de l'intégrale. Ok. Donc la convergence de l'intégrale, ça va être utile pour le raisonnement que nous allons faire pour calculer l'intégrale. Toutefois, le fait que ce soit que la fonction à l'intérieur ne soit pas intégrable, ça ne va pas nous servir. Mais je tiens quand même à le faire. Parce que, bon, comme je viens de le dire, c'est pas souvent qu'on a une intégrale comme ça. Enfin, on n'en croise pas forcément beaucoup dans les exercices et autres. Donc je me dis, bah, il faut quand même le voir, ça. Donc voilà, alors montrons que cette fonction n'est pas intégrable sur R+. Ok. Alors pour cela, bah, on va jouer avec une inégalité que vérifie le sinus sur de bons intervalles. Donc d'abord, l'idée vraiment générale, c'est de se dire, bah, quand je regarde la valeur absolue de cette chose, okay, quand je regarde la valeur absolue de cette chose, je peux voir des bosses, en termes de courbe, hein, qui vont être de plus en plus petits. Et ces bosses, grosso modo, vont avoir une hauteur de quelque chose sur n, hein, donc 1 sur n, disons. Ces bosses vont avoir une hauteur de 1 sur n, et ça va décroître. Si je fais en sorte de faire des intégrales assez grandes dans chacune des bosses, de façon à ce que je fasse ressortir cette idée d'avoir du 1 sur n, et donc me retrouver avec une somme de 1 sur n, comme je sais que la série harmonique diverge, je vais pouvoir conclure que l'intégrale diverge. Bah voilà l'idée générale que je vous propose ici. Et donc il faut choisir les bons intervalles. Alors après, il y a plein de choix possibles. Là, moi, je vais en faire un. Okay, donc le type d'intervalle que je vais vous proposer ici, c'est les intervalles du type kpi plus pi sur 4 et kpi plus 3pi sur 4. Okay, donc je prends k dans les entiers relatifs. À vrai dire, là, je pourrais me restreindre juste aux entiers naturels. Ça me suffirait. Mais là, tant qu'à faire, je le fais pour les entiers relatifs. Ça peut être... Là, ici, c'est pas très utile, mais autant généraliser quand on le peut. Donc, pour tout x, quand on le peut facilement, pour tout x dans l'intervalle kpi plus pi sur 4, kpi plus 3pi sur 4, ok, bah, j'ai que le sinus de x en valeur absolue est supérieur ou égal à la racine de 2 sur 2. Ok, donc c'est un résultat pas très difficile à mettre en avant. Cette fonction-là, avec la valeur absolue, est pi périodique. Donc il suffit de vérifier entre 0 et pi. Et puis entre 0 et pi, vous savez que le sinus est croissant plus décroissant. Vous vous intéressez notamment entre pi sur 4 et 3pi sur 4. Et le minimum dans cet intervalle, c'est racine de 3 sur 2, puisque c'est la valeur en pi sur 4. Et c'est la même valeur en 3pi sur 4. Okay, donc cet intervalle, vous pouvez le changer en fonction de l'angle que vous choisissez. Vous pouvez très bien prendre pi sur 3, 2pi sur 3. Vous pouvez très bien prendre pi sur 6 et 5pi sur 6 si vous voulez. Bref, beaucoup de possibilités sont admissibles, hein, il n'y a pas de problème. Donc bon, là moi j'ai pris pi sur 4 parce que bon, voilà, on va dire, c'est un exemple, quoi. Ok, alors moi j'ai ça, et bah maintenant je vais m'intéresser à une suite d'intégrales qui va tendre vers celle-ci, hein, mais avec des valeurs absolues. Donc avec valeur absolue, sinus t sur t. Pas besoin de mettre des valeurs absolues sur t, puisque bon, bah, t est automatiquement positif dans cette intégrale, ça, tout va bien. Oups. Alors, comme je l'ai dit, hein, je prends des petits intervalles, d'accord? Donc comme je fais le calcul sur des petits intervalles, et que ces petits intervalles sont des intervalles disjoints, ok? Et de plus, si je choisis ces intervalles inclus dans celui-ci, eh bien, et que comme ma fonction est positive, donc il y a plusieurs choses, hein, d'accord? La première, c'est que la fonction qui est ici, elle est positive. Ok? La deuxième, c'est que dans mon intervalle ici, qui est 0pi sur, 0 npi, je prends une union disjointe d'intervalles.
D'accord? Donc ça, ce que j'ai mis ici, c'est une union disjointe. Donc si je fais ça, donc d'intervalle. Si je fais ça, alors l'intégrale de la fonction positive sur l'intervalle i sera plus grande que si je regarde l'intégrale sur, la somme des intégrales sur chacun des ik. Ça paraît assez logique, hein. Dites-vous, voilà, je fais un mini dessin si vous voulez pour vous en convaincre. Là, voilà ma fonction positive. Disons que vous voulez calculer cette intégrale-là. D'accord? Et si je prends, donc ça peut être i, et puis si je prends, imaginons, hop, j'ai un premier... là, j'ai i1. C'est juste pour vous en convaincre que je fais ce dessin. Si vous êtes déjà convaincu, bon, tant mieux. Mais voilà, donc si je prends des portions dans cet intervalle-là, et que je calcule l'intégrale dans chacun des portions, eh bien évidemment, la somme des intégrales que j'ai dans chacune des portions là, elle est plus petite que l'intégrale sur toute la portion. Il suffit de faire du châle, hein, pour ainsi dire. Si je fais du châle à chaque bord, et que je sais que la fonction elle est positive sur chaque bord, enfin sur chaque intervalle dans lequel je calcule l'intégrale, et puis après je garde que les portions qui m'intéressent, les I1, I2, I3, I1, I2, I3, ici dans mon dessin. Ok? Donc voilà, l'idée elle est là, et donc j'en déduis que cette intégrale-là va être supérieure ou égale à la somme, donc là je vais utiliser les intervalles que j'ai mis ici, pour k allant de 0 jusqu'à n-1, parce qu'il faut que je sois jusqu'à npi, de l'intégrale de kpi plus pi sur 4 jusqu'à kpi plus 3pi sur 4 de valeur absolue de sinus t sur t dt. Voilà, donc basé sur cette idée-là, j'obtiens cette inégalité-là. Ok, et puis après, j'utilise ce que j'ai dit ici, donc la valeur absolue du sinus est supérieure ou égale à racine de 2 sur 2 dans chacune des intervalles. Pardon. Donc, j'en déduis que ça c'est supérieur ou égal, je peux mettre en facteur racine de 2 sur 2. Somme pour k allant de 0 à n-1 de intégrale de kpi plus pi sur 4 jusqu'à kpi plus 3pi sur 4 de 1 sur t dt. Alors là, vous pouvez faire le choix de dire, allez hop, je fais du logarithme. D'accord? Mais moi, je ne vais pas faire ça parce que, le logarithme, on va pouvoir s'en sortir, hein, si on fait sortir le logarithme, puis ensuite on dit, ouais, le logarithme, en fait, ça va être équivalent à quelque chose qui va être de l'ordre de 1 sur n, parce que le logarithme va être quelque chose du type 1 moins 1 sur k, avec une constante, probablement quelque chose en lien avec pi, ok? Donc vous allez pouvoir avoir quelque chose de ce genre, mais bon, tant qu'à faire, autant vraiment faire ressortir la série harmonique, et c'est ce que je vais faire là. Pour faire ressortir la série harmonique, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur pour laquelle le 1 sur t est minimal dans chacune des intégrales. Donc là, la valeur de 1 sur t est minimale quand on prend une valeur... quand on prend la valeur maximale dans chacun des intervalles, donc j'en déduis que ça va être supérieur ou égal à racine de 2 sur 2, somme pour k allant de 0 à n-1. Donc la valeur maximale est atteinte pour kpi plus 3pi sur 4. La valeur minimale, pardon, est atteinte pour cette valeur-là. La valeur maximale est atteinte ici, mais la valeur minimale est atteinte ici. Donc la valeur minimale est atteinte pour kpi plus 3pi sur 4. Et puis je multiplie par la longueur de l'intervalle. Ici, la longueur de l'intervalle, c'est pi sur 2. Donc voilà. Et puis si vous regardez bien ce qui se passe, vous voyez que la série qui est ici, là, la somme qui intervient ici, vous voyez que les termes de la somme vont être équivalents quand k tend vers l'infini à, alors le pi va se simplifier, vous vous retrouvez sur du 1 sur 2k. Ok? Et vous savez que la série des 1 sur 2k, ça diverge. Donc 1 sur 2k diverge par critère de Riemann. Cette fois-ci sur les séries. Ok? Donc comme cette série elle diverge, on en déduit que la suite des intégrales ici diverge. Et or, si je fais tendre n vers l'infini, si ça convergeait, ça devrait tendre vers l'intégrale de 0 à plus infini de valeur absolue de sinus t sur t. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit du coup que cette intégrale-là, que la fonction qui est ici n'est pas intégrale. Voilà, tout simplement. C'est le théorème des encadrements ou théorème des gendarmes généralisés. Vous le voyez comme vous voulez.
Ok, donc voilà pour ce qu'il en était du fait que l'intégrale était semi-convergente. Ok. Alors maintenant, on va passer au calcul proprement dit de l'intégrale. Et je vais d'abord vous donner l'idée générale du raisonnement qui va suivre. Alors l'idée générale du raisonnement qui va suivre, c'est de se dire, bon, maintenant qu'on sait que l'intégrale converge, rien ne nous empêche maintenant de remplacer l'infini par n'importe quelle suite AN qui tend vers l'infini. Donc quand je dis une suite AN, ça peut être n'importe quoi qui dépend de N, et tant que cette suite-là tend vers plus infini. Donc ça peut être N, pour un exemple simple, ça peut être NP, ça peut être n'importe quoi, racine de N si on veut, etc. D'accord ? Ça peut être n'importe quoi, mais quand N tend vers l'infini, ça va tendre vers cette intégrale-là, parce qu'on sait que l'intégrale converge. Ok ? Bon. Alors l'idée, c'est de choisir une bonne suite, pour laquelle on va pouvoir faire un changement de variable, qui nous amènerait à faire l'étude d'une intégrale, un peu similaire à celle-ci, mais dans laquelle on pourrait se permettre d'approximer le t qui est en bas par sinus t. Donc ça veut dire que l'idée quelque part, c'est de travailler dans un intervalle qui est proche de 0. Suffisamment proche de 0 pour pouvoir conclure qu'en fait, l'intégrale avec t, c'est la même chose que l'intégrale avec sinus t en bas. Grosso modo, j'exagère un peu, je mets des gros... mais l'idée, c'est vraiment ça. D'accord ? Et si on a vraiment ça en tête, vous allez mieux comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc, avec ces idées-là, vont intervenir les suites que je vais vous proposer. Et en faisant l'étude de ces suites, on va pouvoir conclure la valeur de l'intégrale. Alors, la première suite que je vous propose de regarder, c'est la suite définie comme ceci. Les JN, qui sont les intégrales de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 t sur sinus t. Et donc la question que je vous pose, c'est étudier la suite. Donc ça veut dire, comme vous faites d'habitude pour étudier une suite, vous devez regarder la monotonie, la convergence, etc. Enfin bref, l'idée générale d'une étude de suite. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer par vous-même, voir ce qui se passe. Ok, bon je pense que ça devrait aller. Donc pour les études de suite, normalement le premier réflexe comme j'ai dit c'est de regarder la monotonie. La monotonie, vous avez plusieurs méthodes normalement que vous devriez avoir en tête. Mais là, la méthode qui est la plus efficace, et qui est normalement une des méthodes qui devrait vous venir en tête le plus rapidement possible, on va dire normalement, eh bien c'est de faire la différence entre des termes successifs. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais calculer Jn plus 1 moins Jn. Et vous allez voir que les choses se passent très très bien. Donc si je fais Jn plus 1 moins Jn, je me retrouve avec l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 3 fois t moins sinus de 2n plus 1 fois t. Le tout sur sinus t dt. Alors oui, j'ai oublié de faire quelque chose. À chaque fois que j'introduis une intégrale, normalement j'aurais dû vérifier que l'intégrale convergeait. Pour montrer que l'intégrale converge, l'intégrale converge, je vais le dire très rapidement comme ça. La fonction est clairement continue sur 0 non pris, pi sur 2. Okay. Ce qu'il y a comme seul problème, c'est en 0. Et en 0, sinus t est équivalent à t. Lui est équivalent à 2n plus 1 fois t. Vous simplifiez les t, vous obtenez 2n plus 1. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la fonction qui est ici, elle est prolongeable par continuité en 0. Et donc par conséquent, on peut la considérer continue sur l'intervalle 0 pi sur 2 fermé. Et donc, voilà, l'intégrale existe, puisque vous travaillez avec une fonction continue sur un segment, voilà, borné, blablabla, si vous voulez. Mais ouais, c'est pas très difficile de vérifier que les intégrales que je vais proposer ici convergent bien. Bon, alors maintenant que j'ai réglé ce problème, je continue mon calcul. Et là, vous devriez voir, vous avez quelque chose du type sinus A moins sinus B. Et donc, réflexe de trigonométrie, on a bien envie d'essayer d'utiliser une expression pour rassembler en un produit. Et donc c'est ça l'idée ici, je vais appliquer la formule trigonométrique suivante, sinus A moins sinus B, c'est la même chose que 2 fois cosinus de A plus B sur 2 fois sinus de A moins B sur 2. Bon, puis en faisant ça, eh bien, vous allez voir que les choses se passent vraiment à merveille. Puisque la moyenne, donc là je vais avoir un 2, la moyenne des deux angles, c'est 2n plus 2. Donc vous allez vous retrouver avec cosinus de 2n plus 2 fois t. Ok.
Et puis la différence divisée par 2, donc la différence ça fait 2t, et 2t divisé par 2 ça fait t. Donc vous retrouvez sinus t. Ah bah c'est cool ça. Donc le sinus t va se simplifier. Ok, et puis bah, on se retrouve avec une intégrale beaucoup plus simple à calculer. Hein. Donc primitive de ça, vous pouvez donner 2 fois sinus de 2n plus 2 fois t. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Donc dérivée de sin c'est cos, donc oui j'ai pas fait de bêtises. Ok, donc tac, 2n plus 2. Bon, à vrai dire, le signe là, peu importe, parce qu'au final, le résultat, vous allez voir, normalement, est assez rigolo, au sens où ça va être très simple. Puisque, bah, si vous le calculez en 0, ça fait 0, hein, c'est assez évident, parce que sinus de 0, ça fait 0. Et puis, pi sur 2, si vous mettez pi sur 2, vous voyez que le 2 se simplifie, et vous vous retrouvez donc avec un multiple entier de pi. Et sinus d'un multiple entier de pi, ça donne 0. Donc au final, voilà. La différence entre Jn plus 1 et Jn vaut 0. Quand même intriguant tout ça. Et donc on en déduit que Jn est constante. Et si Jn est constant, il reste à calculer juste un des termes, hein, notamment J0, qui est le plus simple. Donc si je regarde J0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t sur sinus t. Donc l'intégrale de 1, et ça nous donne pi sur 2. Ok, donc toutes ces intégrales-là sont toutes égales à une seule et même valeur, qui est pi sur 2. Donc c'est une suite constante, d'accord? Constante égale à pi sur 2. Alors vous pourriez vous poser la question, hein, je suppose que vous avez dû vous poser la question quand je l'ai écrit, vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi j'ai pris les termes impairs? Pourquoi j'ai mis 2n plus 1? Eh bien, remplacez 2n plus 1 par 2n, juste pour voir comment ça se passe. Si vous remplacez comme ça, vous allez obtenir 2n plus 2 ici, et puis bon, le plus 1 va dégager. Et puis, si vous faites la moyenne, cette fois-ci, vous allez trouver 2n plus 1, et pas 2n plus 2. Et là, ça va être problématique pour le calcul de l'intégrale qui est ici. Parce que le calcul de l'intégrale qui est ici, enfin du crochet qui est ici, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec du pi sur 2, vous allez vous retrouver avec du moins 1 puissance n, fois cette chose-là, 2 fois 2n plus 2. Ok, et ce genre de série, c'est peut-être pas terrible d'avoir des choses en 1 sur n, des trucs comme ça. C'est pas, a priori, c'est peut-être pas si évident d'avoir le même genre de résultat, parce qu'en plus la suite elle alterne. On n'est pas, on peut peut-être se rassurer en se disant ouais, on a une série alternée qui converge, etc. Bon, très bien. Mais c'est beaucoup moins évident d'avoir une valeur précise de la limite, par exemple, de la suite avec sinus 2n. D'ailleurs, remarquez que pair et impair, du coup, ne se comportent pas vraiment de la même manière ici. Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment juste pour s'attaquer à un cas beaucoup plus simple qu'on fait ça. D'accord? On pourrait travailler avec le cas pair, peut-être à travailler avec des séries alternées et tout ça derrière. Mais l'idée de travailler avec cette suite-là, avec les termes impairs, c'est parce que vous voyez par vous-même que le calcul a été beaucoup plus simple et que cette suite est constante comparée à l'autre qui alterne, qui monte et descend, d'accord, et dont on aurait peut-être plus de difficultés à déterminer la valeur de la limite. Okay, donc, et la valeur de la limite va être très utile ici pour en déduire la valeur de l'intégrale là-bas. Ok, donc je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus, au cas où vous vous poseriez la question. Vous pourriez essayer si vous voulez, mais c'est juste que ça va faire intervenir des séries alternées, tout ça, c'est peut-être pas le plus pratique à manipuler. On risque de se prendre à mur si on continue de travailler avec ce genre de choses, alors que ici c'est vraiment une suite constante, bien gentille, tout va pour le mieux. Bon, alors je vous ai dit qu'il devait y avoir un lien avec le même genre d'intégrale, mais à la place de sinus t je mets t. C'est exactement la deuxième suite que je vous propose. La deuxième suite que je vous propose, c'est celle-ci. 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 fois t, le tout sur t dt. Et donc là, je vous demande de montrer que in tend vers i, quand n tend vers l'infini. Donc montrer que in tend vers i, quand n tend vers l'infini. Sachant que i, ce que j'appelle i, c'est l'intégrale qu'on cherche à calculer. Alors encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Ok?
C'est pas très difficile, hein, donc c'est parti. Alors bah, pour l'idée qui devrait vous venir en tête, c'est de vous dire bah ouais, bah, on n'est pas très loin d'avoir du sinus t sur t, alors pourquoi pas faire un changement de variable de façon à ce qu'on ait du sinus t sur t. Et c'est exactement la bonne idée qu'il fallait avoir. Donc in, si je fais le changement de variable u égale 2n plus 1 fois t, je vous laisse le plaisir de voir ce qui se passe avec les du et dt, hein, en dérivant. Et ce qui se passe aux bornes, bah, on va avoir 0 jusqu'à 2n plus 1 fois pi sur 2, sinus de u sur u divisé par 2n plus 1, du sur 2n plus 1. Bon voilà, du coup je vous ai donné ce qui se passait pour dt, mais c'est pas grave. Et du coup vous remarquez que les 2n plus 1 se simplifient. C'est cool. Donc on se retrouve avec l'intégrale de 0 à 2n plus 1 fois pi sur 2, le tout fois sinus de u sur u du. Et comme l'intégrale, juste en remplaçant ce truc-là par l'infini, converge, eh bien, tout de suite, hein, c'est ce que je disais au tout début, là, ici, le an, c'est ça. Tout de suite, qui tend vers plus infini, si je remplace ici et que je fais l'intégrale de 0 à cet élément de la suite, hein, eh bien, ça va tendre vers, donc quand n tend vers l'infini, ça va tendre vers l'intégrale. Voilà. Donc c'est là où l'utilité d'avoir montré que cette intégrale convergeait apparaît. Ok ? Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir montré que l'intégrale converge. Ok, donc cette suite tend vers i quand n tend vers l'infini. Bon, et puis comme je vous l'ai dit, on veut comparer les deux intégrales et montrer en fait que finalement, la convergence de chacune, bah, en fait, correspond l'un par rapport à l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on va réussir à conclure que l'intégrale i vaut pi sur 2. Donc essayez de le faire par vous-même, essayez de conclure que l'intégrale, que i, grand i, est bien égal à pi sur 2. Donc conclure. N'hésitez pas à faire encore une fois une pause pour essayer de le faire par vous-même. Ok, et donc pour le faire, eh ben on va utiliser le résultat du petit exocol que nous avons fait la dernière fois, le petit exocol 10. Bah oui, parce que je vous avais dit pendant ce petit exocol que le résultat que je vous démontrais, qui était le théorème de Riemann-Lebesgue, allait apparaître dans la résolution que je proposerai du calcul de l'intégrale de Dirichlet. Et ben c'est maintenant que ça va être utile. Ok ? Donc ce que je vais faire, c'est que, évidemment, si je veux montrer que i est égal à pi sur 2, je vais essayer de montrer que les deux suites, la différence des deux suites tend vers 0. Je vais regarder la différence des deux suites, donc. Jn moins in. Et mon but, ça va être d'utiliser le théorème de Riemann-Lebesgue. Donc si je vais écrire sous une certaine forme le résultat, pour que vous voyez en quoi on va appliquer, comment on va appliquer Riemann-Lebesgue et sur quelle fonction. Alors vous avez 1 sur sinus t moins 1 sur t, le tout fois sinus de 2n plus 1 fois t dt. Donc voilà ce que vous obtenez en faisant la différence des deux intégrales. Et donc ce qui joue le rôle de f dans notre affaire, c'est cette fonction-là. Alors donc qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier ? Il nous reste à vérifier que la fonction f est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors c'est clair que f est continue sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Ça c'est assez clair parce que les deux fonctions ici, sinus t et t, ne s'annulent pas dans cet intervalle-là. Okay, et là, l'inverse c'est donc continu, et somme ou différence de deux fonctions continues, c'est continu. Reste à voir ce qui se passe en 0. Et pour voir ce qui se passe en 0, on va faire du dl. Donc dl de sinus t, hein. Hop, là c'est du classique, on ressort les dl. Donc sinus t quand t tend vers 0, c'est égal à t moins t6, oups, pourquoi t6 ? Pardon, c'est sur 6, hein, mais c'est t cube sur 6, plus petit o de t cube. Bon, je pense que je pourrais me contenter d'un dl2 de sinus t, mais j'aurais besoin d'un dl2, je pourrais pas m'en sortir juste avec un dl1. Mais je pourrais m'en sortir juste avec un dl2, mais tant qu'à faire, je propose un dl3, parce que ce dl3 va me permettre d'avoir carrément un équivalent simple de cette chose-là. D'accord ? Donc j'ai ça, et puis je continue, hein, donc je vais faire 1 sur sinus. Donc 1 sur sinus t, ça va être égal à 1 sur t fois 1 sur 1 moins t carré sur 6 plus petit o de t carré. Donc j'ai mis un t en facteur. Et donc là, ce que j'applique, c'est le dl de 1 sur 1 moins u, pour u qui tend vers 0,
Et donc en appliquant ça, j'ai 1 sur t fois 1 plus t carré sur 6 plus petit o de t carré. Alors attention, je rappelle, quand on compose des développements limités, il faut s'assurer que le développement limité que nous avons fait ici est plus grand que le développement limité que nous avons fait ici. Ok? Donc il faut faire attention à ça. Là j'ai fait un DL 3 et ici nous utilisons juste un DL 1. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce que finalement tous les autres morceaux vont mourir à cause du petit taux de T2. D'accord? Donc c'est pour ça que je ne suis pas allé plus loin qu'un DL1 avec cette chose. Donc on se retrouve avec ça, très bien. Et puis il n'y a plus qu'à soustraire par moins 1 sur t. Hein. Donc je vais l'écrire ici. Hein. J'ai 1 sur sinus t moins 1 sur t. Si je fais le DL de tout ça, j'en conclus. Donc le 1 sur t va se simplifier. Hein. Ce 1 sur t va se simplifier avec l'autre 1 sur t que j'ai fait intervenir. Et je me retrouve avec du t sur 6. Hein. Donc t sur 6 plus petit o de t. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'était intéressant de faire le DL jusqu'à l'ordre 3. Si j'avais fait le DL jusqu'à l'ordre 2, j'aurais eu le petit o de 1. Ça aurait été suffisant pour dire que la fonction tend vers 0 quand t tend vers 0. Voilà. Mais bon, tant qu'à faire, autant avoir un équivalent carrément. Donc l'équivalent ici, c'était sur 6. Et donc ça me permet de conclure que la fonction est bien prolongeable par continuité. Donc f est prolongeable par continuité en 0. Et donc, comme elle est prolongeable par continuité en 0, on peut considérer son prolongement. Et donc la fonction qui est ici est continue sur 0 puis sur 2. Ainsi, f est continue sur 0 pi sur 2. Et maintenant, on peut appliquer la formule, le théorème du moins de Riemann-Lebesgue. Donc là, je vous référence au petit exo de colle 10. Donc d'après le théorème... Oh, putain. D'après le théorème de Riemann-Lebesgue, se référer au petit exo de colle numéro 10, okay, pour revoir qu'est-ce que c'était exactement ce théorème et la preuve. Donc là, en appliquant ce théorème, je sais que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f de t sinus nt dt tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc, bon, on remarquera que ce que j'ai ici, en fait, c'est une suite extraite. D'accord? Donc c'est une suite extraite de cette suite-là. Donc cette suite-là, comme elle convergeait et tendait vers 0, n'importe quelle suite extraite tend également vers 0. Donc cette suite-là tend vers 0. D'où Jn moins Yn. Oups, pas temps, pas égal, mais temps, quand même tend vers l'infini, vers 0. Bon ben voilà. Donc conclusion de tout ça, eh bien on en déduit bien que I égale pi sur 2. Voilà, tout simplement, je vais écrire ça ici. Ok, alors bon, il existe d'autres variantes de l'application de ce théorème de Riemann-Lebesgue. Notamment, on pourrait aller un tout petit peu plus loin sur notre étude de fonction, car en fait, notre fonction peut montrer qu'elle est carrément C1. Et donc, par le fait qu'elle est C1, on peut se permettre de faire même une IPP et tout ça. Donc, c'est-à-dire l'autre preuve du théorème de Riemann-Lebesgue en utilisant le fait que C1 était dense dans C0. Puisque dans le cas C1, je vous avais dit rapidement à l'oral qu'on pouvait appliquer une IPP, etc. Voilà, ça aurait été le même genre d'idée. On aurait pu appliquer le IPP et puis conclure. Ok, donc ça pouvait être une autre façon de faire, de s'en sortir. Mais bon, là ici, notre théorème de Riemann-Lebesgue s'appliquait directement dès que j'avais une fonction continue, donc voilà, j'ai pas eu besoin de faire une étude plus longue. Ok. Bon voilà, alors une petite intégrale juste en petit bonus. Il y a une autre intégrale qui est liée à cette intégrale que nous venons de calculer. Une intégrale qui intervient un petit peu plus en physique. Bon, celle-ci intervient déjà un petit peu en physique, mais il y en a une autre qui intervient un peu plus en physique, notamment physique quantique, et elle intervient en tant que distribution de probabilité. C'est le carré de cette fonction.
Et ce qui est assez rigolo et peut-être un peu perturbant, c'est qu'en fait, cette intégrale-là, bah, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à l'infini de la fonction au carré. Enfin, moi je trouve ça rigolo, ça peut être un peu perturbant. C'est un peu comme quand on vous dit, oui, alors la somme des k, je vous donne un autre exemple qui est perturbant aussi, si je vous dis la somme des k pour k allant de 0 à n, si vous mettez cette somme au carré, vous obtenez la somme des k cubes. C'est quand même un peu perturbant comme truc. Voilà, alors si vous n'êtes pas convaincu, revoyez vos formules, hein. Si vous êtes convaincu, vous devriez l'être, hein, mais sinon revoyez vos formules. Bah là c'est un peu le même genre de truc, perturbant, vous avez deux intégrales qui valent la même chose. Donc c'est assez, voilà, je trouve ça assez rigolo comme truc. Alors comment, donc là je vous laisse quelques instants pour essayer de le faire par vous-même, essayez de montrer que cette intégrale, ça revient à la même chose que cette intégrale-là. Essayez de le faire par vous-même, d'abord, avant que je dise quoi que ce soit. Ok, c'est parti. Alors bah, pour le faire, si vous le sentez bien, donc là je le découpe exprès, si vous le sentez bien, je vais faire une IPP, je vais faire une intégration par partie, mais cette fois-ci, l'intégration par partie, je vais dériver le sinus t carré, et je vais faire une primitive de 1 sur t carré. Donc en faisant ça, je me retrouve avec un crochet de moins sinus t carré sur t carré, sur t, pardon, crochet entre 0 et l'infini, et puis ensuite je me retrouve avec plus intégrale de 0 à l'infini de 2 fois cos t sinus t, un dérivé d'un carré sur t dt. D'accord, donc ça c'est parce que c'est la dérivée d'un carré, donc dérivée de u carré, 2 fois u' fois u. Dérivée de sin c'est bien cos. Ok. Donc voilà, et ce crochet là, bah, clairement vaut 0. Pourquoi? Bah parce que en 0, vous faites l'équivalent, vous avez du t carré sur t, donc voilà, ça tend vers 0, il n'y a pas de problème. Et en l'infini, bah, vous avez un truc borné divisé par un truc qui tend vers l'infini, donc tout va bien, c'est encore le même type d'argument. Donc le crochet vaut 0. Et puis bah, si vous continuez avec cette intégrale-là, vous avez donc l'intégrale de 0 à l'infini de formule trigonométrique, de cos t sin t, c'est la même chose que sinus de t. Et après, bah, vous avez envie de faire un petit changement de variable. Alors le petit changement de variable à faire, c'est u égale 2t. Okay. Alors quand on fait un changement de variable dans des intégrales impropres, il faut s'assurer que le changement de variable que vous faites implique une fonction qui doit être un C1 difféomorphisme. D'accord? Alors un C1 difféomorphisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction doit être C1, d'accord? Donc dérivable et sa dérivée continue, elle doit être bijective, et en plus de ça, la fonction dérivée ne s'annule nulle part dans l'intervalle ouvert. Okay? Là ici c'est assez évident parce que je fais un changement de variable affine, enfin linéaire, donc il n'y a aucun problème, c'est bien un C1 difféomorphisme. Mais bon. Sachez qu'on peut faire ce type de changement de variable dans le cadre où on a une fonction C1 qui est un C1 difféomorphisme, de manière plus générale. Bon là ici c'est un changement de variable tout bête, hein, donc en faisant 2t, bah, là ça ne change rien. Hein. Ici je vais avoir sinus u, ici je vais avoir u sur 2, du sur 2, les deux se simplifient, c'est gagné. C'est égal à i qui est égal à pi sur 2. Voilà. Donc voilà, donc c'est assez rigolo de voir une autre intégrale liée à cette intégrale-là, qui te juste mettre la fonction au carré, et en mettant la fonction au carré, on retrouve la même intégrale, enfin le même valeur d'intégrale, c'est quand même assez marrant. Donc ce que je disais, c'est qu'en effet, cette fonction-là, plus que cette fonction-là, même si cette fonction-là intervient aussi, hein, cette fonction-là apparaît comme distribution de probabilité, donc distribution de probabilité au sens, pensez loi normale, les choses que vous avez appris en terminale, des trucs comme ça peut-être, c'est les densités de... bon, ça parlera davantage peut-être aux étudiants qui sont en ECS ou quoi que ce soit qui regardent cette vidéo, si tant est qu'ils ont essayé de faire les exercices. Moi, bon, je pense qu'il est tout à fait atteignable pour les premières années et pour les ECS, et je pense qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de... Pour moi, je pense que cet exercice, il est tout à fait... Là, la résolution que je vais vous proposer est tout à fait abordable pour n'importe quel étudiant en prépa qui est arrivé là à la mi-année, qui a vu déjà des choses sur les suites et... voilà, je pense qu'on peut et des choses sur les intégrales, donc je pense qu'on peut s'en sortir quand même avec ça. Pour les deuxièmes années, vous avez fait, comme vous avez vu l'intégrabilité, tout ça, bon voilà, vous comprenez peut-être davantage ce que vous avez fait au début, mais pour le calcul en lui-même, je pense que n'importe quel élève de première année pourrait suivre le calcul, c'est pas un problème du tout. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est que ça, c'est lié à une densité de probabilité, en fait.
qu'on utilise très souvent quand on fait de la physique quantique, unidimensionnelle, cette densité de probabilité, en la divisant par la bonne valeur, hein, donc il faut diviser par pi sur 2, cette densité de probabilité en fait représente quelle est la probabilité qu'une particule se trouve à tel ou tel endroit dans l'espace. Donc là ici on considère l'espace en général unidimensionnel, donc sur une seule et même droite. Et puis voilà, donc c'est quand même assez intriguant de voir que ça c'est égal à ça. Et voilà, de voir aussi qu'il y a de potentiels liens avec la physique quantique si on veut aller plus loin. Bon là je ne vais pas vous en parler davantage parce que bon bah je ne suis pas assez calé sur le domaine pour vous en parler davantage, mais si vous êtes intéressé par ce qu'il peut y avoir derrière ces intégrales là, n'hésitez pas à aller jeter un œil à l'intégrale de Dirichlet et tout ça. Je suis sûr que vous trouverez des informations beaucoup plus détaillées que ce que je vais dire là. De ce que j'ai dit là en tout cas. Donc voilà, voilà ce qui conclut cet exo de colle numéro 34. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce si ça vous a plu cet exercice. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que d'autres camarades pourraient aussi apprécier voir cette résolution d'exercice, etc. Et puis encore une fois, je le redis, je l'ai déjà dit pour le petit exo de colle, mais je le redis pour l'exo de colle, c'est tout aussi valable. Si vous avez des idées d'exercices à proposer, des choses que vous voudriez peut-être voir en vidéo sous ce format que je propose, et que j'ajouterai bien volontiers à une banque d'exercices, à ma banque d'exercices, n'hésitez pas à les proposer. Il se peut que l'exercice je le connais, enfin bref, c'est pas un problème du tout, mais juste pour que je m'adapte peut-être un peu plus à ce qui se passe pendant l'année scolaire pour tel ou tel étudiant, ça peut être intéressant. Et puis bon voilà, ça me permet aussi de m'adapter par rapport à ceux qui veulent peut-être travailler tel ou tel domaine, puisque bon bah là on peut remarquer qu'il y a des domaines qui commencent à être un peu récurrents, hein. J'ai fait quand même beaucoup d'exercices depuis le début, donc c'est possible que voilà, il commence à avoir peut-être certaines redondances, mais il ne faut pas hésiter justement à en proposer d'autres si vous avez des idées. Il y en a qui ont proposé justement au petit exo de colle là en commentaire, donc merci encore Théo d'ailleurs d'avoir confirmé mes dires. Concernant le fait qu'il m'avait déjà proposé un exercice et que je l'ai fait. Donc c'était un exercice sur la surjectivité de l'exponentielle. Je ne sais plus le numéro de l'exercice, mais je pense que vous le retrouverez hein, avec ce titre. Et puis voilà, donc n'hésitez vraiment pas à proposer, n'hésitez pas à laisser des questions si vous en avez vraiment, n'hésitez pas vraiment. Et sur ce, on se retrouve donc pour la semaine prochaine, mardi, jeudi et vendredi ou samedi, comme d'habitude pour Coin Recherche, le petit exo de colle et l'exo de colle. Je ne sais pas encore pour combien de temps je vais réussir à tenir ce rythme, mais je pense que pour l'instant ça va encore aller. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien. Et puis passez un bon week-end. Voilà, salut à tous.